Sud Radio, le débat de la semaine. Et pour en débattre, comme à chaque fois, on retrouve nos deux éditorialistes, journalistes politiques du dimanche. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurent Garcia. Ça va bien ce matin ? Ouais. Ouais, il a l'air sérieux là, comme ça. Bonjour Yoann Chélé. Bonjour Laurence, bonjour François-Olivier Gisbert, éditorialiste du dimanche. Quoi ? C'est pour ça que on essaie de faire sérieux parce que éditorialiste du dimanche, ça fait un petit peu petite. Jardinier du dimanche ou footing du dimanche. C'est ça. C'est pas faux. Alors, on est quand même un peu en vacances, Johan, faut l'avouer. C'est vrai, faut l'avouer. Oui, moi quasiment aussi. Elle est quand même magnifique encore ce matin, comme d'habitude. Voilà, voilà, magnifique. Mais le problème, c'est qu'il fait chaud et c'est que la sécheresse. Alors, plus de 90 départements en état d'alerte. Quelle transition, n'est-ce pas, hein, vous avez vu ? Ouais. Merci France. Plus de 100 communes sans eau potable. On l'a entendu, Météo France annonce ensuite un nouvel épisode caniculaire la semaine prochaine. Matignon a donc annoncé vendredi une cellule interministérielle de crise spéciale en rapport avec notamment les préfets. Est-ce que c'est pas un peu tard ? Est-ce qu'il a fallu attendre plus de 100 communes n'aient pas d'eau potable ? Est-ce que ça manque d'anticipation ? Est-ce que c'est pas un peu tard ? Je commence par vous, François-Olivier Gisbert. Écoutez, ça fait quand même des décennies que quand il pleut, on entend que fait le gouvernement, quand il neige, que fait le gouvernement, quand il fait chaud, effectivement, ou que c'est la sécheresse, que fait le gouvernement. Bon, on a le sentiment un peu que les Français sont des moutons, hein, et que le gouvernement est le berger, qui les tond, bien sûr, et puis qui les endort aussi d'une certaine manière. Je trouve que ce premier réflexe qui dit que fait le gouvernement me paraît pas adapté. Mais en même temps, c'est clair que ce gouvernement a tendance à ne pas faire grand-chose. Voilà, alors, vous dites l'inverse, c'est son contraire. Oui, donc sur ce sujet comme sur d'autres. Il y a des sujets absolument fondamentaux qui sont totalement occultés, dont on ne parle pas. C'est par exemple, tout à fait, puis je ne vais pas faire long là-dessus, rassurez-vous, mais par exemple, le déficit du commerce extérieur, il paraît que sur un trimestre, ça fait 70 milliards. 70 milliards, donc sur un an, ça fera 140 milliards. On a une explosion du déficit du commerce extérieur qui est due à la désindustrialisation française. Ça mériterait aussi ça. Ce sera notre sujet. Mais là, face à cette... Un ambassadeur, par exemple, Borne, au lieu d'envoyer un ambassadeur au LGBT, elle pourrait faire aussi, ou elle pourrait faire en plus, un ambassadeur pour la réindustrialisation de la France. Ça me paraît fondamental. Bon, et alors pour revenir sur la sécheresse. Bon, vous avez raison, on connaît les solutions et c'est sûr qu'il y a, sur ce plan, il n'y a eu aucune ou très peu d'anticipation. Ça, c'est le problème de ce gouvernement, de ses prédécesseurs pour beaucoup, mais c'est un gouvernement... Et pourtant, c'était une des priorités quand même du président Macron sur son premier quinquennat. Mais c'est les campagnes électorales, et puis dès qu'il est élu, il s'en fout, il a oublié, il sait plus ce qu'il a dit, vous voyez, c'est ça qui est un peu triste. Je pense que notre problème aujourd'hui en France, c'est ça. Et je dirais que c'est global, hein, ce que je veux dire. Vous avez l'endettement, vous avez ce que je disais sur la désindustrialisation, et puis vous avez aussi ce qui se passe avec la sécheresse. Donc pas d'anticipation sur long terme, alors. Vous savez, moi je suis partisan, je suis écolo depuis des années. Évidemment, je ne suis pas escrologiste ou escrolo-gauchiste comme les gens les Verts la petite bande. Vous n'êtes pas gauchiste, vous. Jadot et compagnie. Non, mais je suis écolo. Et je pense que l'écologie punitive, ça a eu payé. C'est vrai que c'est pas forcément idéal, mais il faudra peut-être quand même s'intéresser à ceux qui dépensent trop d'eau. Oui. Hein, on parle de ceux qui dépensent trop d'électricité, mais c'est une vraie question. Et je pense qu'on s'en sortira pas seulement en punissant les Français, ce qui est idiot, mais il faut de la pédagogie. Vous voyez aussi, par exemple, le problème de... On va peut-être laisser aussi la parole à Yoann Gillet, hein, si vous voulez bien. Oui, on le laisse. Allez, Yoann. Un débat. Non, y a pas. Il fait un débat lui-même. J'écoute France avec grand plaisir. Le fait est d'abord qu'il faudrait qu'on ait une pensée très sobre et très sincère pour tous les pompiers qui sont en train de se bagarrer. En ce moment, ce sont des milliers de pompiers, d'ailleurs, dont les effectifs baissent chaque année, hein, notamment au niveau des pompiers volontaires, des sapeurs-pompiers volontaires, mais pas seulement. Il manque de moyens, c'est pas là que va l'argent dans le cas du ministère de l'Intérieur. Donc forcément, c'est plus difficile de lutter contre les incendies, baisse finalement des effectifs et augmentation des problématiques liées à la fois à des entreprises criminelles, qu'il faut punir à mon avis très sévèrement, tous ceux qui déclenchent des feux et des incendies, pas d'excuses pour ça, et évidemment aussi liées au réchauffement climatique. Donc on peut pas avoir deux mouvements contraires, hein, c'est-à-dire de moins en moins de pompiers, de plus en plus de catastrophes. Ça, c'est pas possible.
Là, il y a évidemment une vraie problématique. Vous parliez tout à l'heure de la cellule interministérielle de crise qui va se réunir. Le problème de ce gouvernement, je rejoins France là-dessus, c'est que pour eux, une cellule de crise, c'est quelque chose qui se fait au moment où les problèmes sont là. C'est ça. Alors que la gestion de crise, en fait, c'est de se réunir en amont pour éviter la crise. Et c'est ce que je vous ai toujours dit, je ne le dis pas par anti-macronisme primaire, je vous prie de me croire, je vous le dis parce que véritablement c'est une méthode de gouvernement, gouverner c'est prévoir, vous connaissez la célèbre formule, et le problème c'est que Emmanuel Macron et les siens et la Macronie gèrent les problèmes au coup par coup, au cas par cas, comme s'ils étaient en urgence permanente. Mais quand il y a urgence, c'est que déjà les choses n'ont pas été pensées. Sinon il n'y a pas d'urgence, c'est que la diplomatie a été mal pensée pour ce qui est des interactions à l'étranger, c'est que les moyens n'ont pas été mis en place pour ce qui est des problèmes purement franco-français. Et en l'occurrence, il y a effectivement, on ne peut pas leur attribuer le problème des feux, mais il y a aussi des problématiques liées à notre incapacité à prendre en compte les vrais problèmes, les vrais changements climatiques. Je rappelle que la France a été condamnée aussi par le tribunal administratif de Paris pour inaction climatique. Il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Donc oui, il y a un manque d'anticipation, il y a de la gestion à la petite semaine. C'est le gros point faible de ce gouvernement. Le problème, c'est que c'est l'humanité qui le paye. Bon, alors on parle de la France et les 47 000 hectares qui partent en fumée. Oublions pas qu'il y a aussi 10 terrains de foot qui passent, l'équivalent de 10 terrains de foot qui sont détruits dans les forêts du monde chaque minute. C'est une vraie catastrophe. Nous sommes en train de brûler les poumons de la Terre. Évidemment, je suis très inquiet. Il y a encore des climato-sceptiques, malheureusement, mais enfin, il va falloir au bout d'un moment de moins en moins, regarder la vérité en face et qu'ils aient moins peur. Oui, Dieu merci. Gouverner, c'est prévoir. C'est une espèce en voie de disparition. Heureusement. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. C'est exactement tous les messages qu'on reçoit de nos auditeurs, notamment sur YouTube. Vous continuez à poster vos commentaires. Il y a Véronique qui nous dit aussi planter des arbres en ville. Ça fait 40 ans qu'on vous le dit. Effectivement, vision de long terme, anticipation. Vous le disiez, François-Olivier Gisbert, on est quoi dans une gestion de la crise, avec crise après crise, court-termiste? Si vous voulez, non, mais c'est un gouvernement qui, et c'est pas le premier à faire ça. On a le sentiment qu'il découvre les problèmes en lisant le journal. Et alors, maintenant, on va faire une commission, Théodule, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne, effectivement. C'est des politiques à long terme. Alors, Johan s'est lancé dans un sujet que j'adore, évidemment, c'est le sujet des forêts, des pompiers, etc. Mais, par exemple, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas quand même une politique à avoir en matière de résineux? On sait qu'ils brûlent beaucoup plus. Bien sûr. En plus, ils sont arrivés tardivement sur notre territoire. Ils n'étaient pas là avant. Les premiers, c'était qui? C'était les chênes, c'était les frênes, c'était les hêtres. Eh bien, repeuplons. Vous avez aujourd'hui des grandes forêts. Tiens, j'étais récemment en Touraine. Je traversais depuis Saumur pour aller jusqu'à Tours. Magnifique, au château de Chelonceau, très exactement. Et j'ai vu des forêts absolument magnifiques, mais qui étaient quand même grignotées, rongées par des sapins, par des pins. Et le résineux, on sait que c'est inflammable au possible. Bon, alors ça, je vous dis ça tout simplement parce que on s'imagine, on aurait un gouvernement normal, enfin un vrai gouvernement, il y aurait une politique qui serait faite en la matière. Mais non, pas du tout. Mais personne n'y pense et personne n'y réfléchit. Et peut-être faudra un grand incendie dans 2-3 ans pour que Macron décide de nommer un monsieur, je sais pas quoi, ambassadeur à ceci, à cela. On a Christophe Béchu, ministère de l'écologie. Donc en termes d'écologie, on aurait pu faire mieux. Du replantage de chênes ou de. Pourquoi il aurait pu faire mieux? Pourquoi Christophe Béchu, c'est pas l'ami de l'écologie. Christophe Béchu, il l'a montré dans son parcours. Il est absolument pas. C'est un peu la démagogie facile. Non, pas du tout. Enfin, on fera un sort plus tard à Monsieur Béchu. On fera un sort plus tard à Monsieur Béchu. Bon, je ne dirais pas du tout comme un anti-écolo. Enfin, excuse-moi, les vrais anti-écolos, ce sont les gens qui se présentent comme verts. Sandrine Rousseau, elle est écolo peut-être? Non, mais ça n'empêche pas. Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, France. Il y a les idéologues écologistes, puis il y a ceux qui le sont même pas en idéologie. On est tout à fait d'accord. Et puis après, il y a une espèce de nuance radicale qu'il faut réussir à trouver, une espèce de voie du milieu, c'est-à-dire où il faut effectivement pas être dans l'idéologie, mais dans la réalité. Par contre, dans la radicalité des mesures pour qu'elles soient tenues et qu'elles soient pas toujours soumises à un compromis sur le compromis, donc à une compromission qui fait que c'est la planète qui crève et les humains et les animaux avec, parce qu'on parle toujours de l'absence de victimes humaines, mais on oublie de parler de ces milliers d'animaux qui meurent et qui, en plus du drame individuel pour toutes ces bêtes-là, qui en plus se constituent une vraie catastrophe en termes de chaîne alimentaire, d'écosystèmes, etc. Donc c'est une catastrophe évidemment. Messieurs, je voudrais dire une chose. Avant de faire une petite pause, après on prend le débat. L'écologie, c'est beau. Et voilà. Et c'est la citoyenneté. Et je pense que quand je parlais de pédagogie, par exemple, vous voyez, en matière pour recycler, par exemple, les déchets, on voit avec le délitement de l'autorité, on voit très bien que rien n'est fait.
beaucoup de gens s'en foutent, et d'autre part, la pédagogie, ça a ses limites aussi alors. Censées recycler, ne le font pas vraiment. Chacun le sait. Donc là, ça exige vraiment. Comment dire? Je veux dire, là-dessus, il doit y avoir comme une forme de caractère missionnaire. Hein. J'aime pas tellement employer ce mot-là, qui s'adapte pas trop à la politique, mais je pense que on devrait être quand même un petit peu plus persuasif sur ce sujet. Allez, je vous propose qu'on reprenne le débat dans quelques instants, messieurs. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, et vous continuez bien sûr à voter sur nos réseaux. Sud Radio, il est 9h presque quart. Compagnie des journalistes politiques et pas seulement que du dimanche, Yoann Gillet et Franz-Olivier Gisbert, autour de cette question qu'on vous pose sur nos réseaux. Le gouvernement aurait-il pu mieux anticiper la sécheresse et la crise de l'eau? Vous êtes 75% à dire que oui, ça manque d'ambition et ça manque d'anticipation, que c'est compliqué aussi malgré tout. Il y a eu quand même pas mal de propositions du côté de la NUPES que vous adorez tant, Franz-Olivier Gisbert, notamment certains qui proposent d'augmenter les prix pour les consommations d'eau les plus importants, comme les gros industriels. Il y aurait des choses à voir comme ça dans certaines mesures d'urgence, parce que là on est dans l'urgence aussi. Oui, mais je pense que prendre ce type de mesures là comme ça tout de suite, c'est idiot. Il faut faire dans un premier temps de la pédagogie. Je dis, montrer que tout ça est une mission qui nous concerne tous, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche. Et puis ensuite, commencer à sanctionner, mais pas sanctionner tout de suite, c'est absurde. C'est pas comme ça. Il faut convaincre les gens. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Il y a pas mal de maires, il y a pas mal de. Oui, mais attendez, il y a pas mal de maires dans des. On a fait un sujet le week-end dernier de communes dans le Var qui donnent des amendes aux particuliers s'ils ne respectent pas les restrictions d'eau, en disant en disant la pédagogie a ses limites. Pardon. C'est normal, et ça se fait depuis toujours, ça, heureusement. Mais c'est normal. Je suis dans le Var, d'ailleurs, on voit bien. Non, mais attendez, donc là, on n'est plus dans la pédagogie. On est, voyez. Oui, mais là, c'est tout à fait différent, parce que c'est quand vous avez des arrêtés municipaux et qui sont pas exécutés, il est tout à fait normal que la mairie condamne ceux qui n'obtempèrent pas. Enfin, ça me paraît absolument logique. Parce que quand je parle d'écologie punitive, c'est justement de dire les grosses entreprises là qui foutent l'eau par les fenêtres, je veux dire, d'abord elles peuvent pas régler le problème en 5 minutes, mais il faut qu'il y ait la pression, qu'il y ait une pression déjà aujourd'hui pour revenir peut-être dans quelques temps, dans quelques mois, à du punitif, mais pas maintenant comme ça tout de suite. Il y a urgence, hein. C'est dire ça, mais la urgence, attendez, c'est pas de punir 3 grosses entreprises. Ça, c'est peut-être votre petit côté NUPES, peut-être. Pas du tout. Français, cher. Je vous fais réagir à ce sujet. Ça m'étonnerait de vous. Vous voyez, je pense que vous cachez votre jeu. Je pense que vous n'êtes pas du tout sur cette ligne-là. Ça consiste à dire, effectivement, quand il y a un problème, on va punir un patron. Mais non, mais c'est grotesque, c'est bête. C'est le degré zéro de la politique. Bon, les patrons, effectivement, pour les faire obéir, de temps en temps, il faut prendre des sanctions. Yoann Gillet, l'écologie punitive, il y a urgence aussi en même temps. Je sais pas. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand on s'y prend trop tard, on est confronté à des dilemmes. Évidemment qu'on n'a pas envie de dire tiens, comme on est dans la panade, très vite on va se mettre à faire des sanctions, des punitions pour qui ne se comportent pas bien. Évidemment que tout ça aurait dû être géré sur le long terme pour que justement la transition soit douce, que les consciences se fassent. Vous allez en Allemagne, vous allez en Suisse, vous voyez ne serait-ce que par exemple sur la question du tri sélectif, les mentalités ont évolué sans qu'il y ait besoin d'abord tout de suite de passer par le punitif. Il y a eu, on a vu la démultiplication des poubelles. Ils en ont pas 2 comme nous, ils en ont 4, 5, 6 pour trier leurs déchets, et ils le font. Bon, c'est vrai que là, du jour au lendemain, on peut pas faire changer les choses, et en même temps, du jour au lendemain, il faut quand même les changer. Donc moi, c'est vrai que je ne suis pas pour qu'on punisse les gens d'une manière générale. Mais enfin, au bout d'un moment, on est quand même au 21e siècle. C'est quand même pas, ça fait quand même pas 2 ans seulement qu'on parle de ces problèmes de sécheresse, etc. Vous voyez, je veux pas dénoncer qui que ce soit parce que ce n'est pas dans ma tradition et ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je voyais encore il y a peu dans une commune proche de chez moi une personne qui arroser abondamment son gazon pour qu'il soit parfait. Le gazon n'a aucune utilité autre qu'esthétique. Oui, à un moment donné, il y a des gens qui ont des piscines qui n'arrêtent pas de la remplir. Et ça s'appelle la discipline et la sobriété. La sobriété, c'est pas la pauvreté. La sobriété, c'est la conscience du commun. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à jouir individuellement d'un certain nombre de plaisirs sans impacter excessivement le commun. On pourrait parler aussi de ceux qui possèdent un yacht, etc. Et puis des grosses entreprises qui veulent produire toujours plus sans se soucier de leur impact. Oui, heureusement, dans
les écoles de commerce, de communication, de management, d'ingénieurs. Il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience, seulement c'est lent. La seule question, c'est est-ce que cette transition permettra de prendre de vitesse la catastrophe écologique qui se prépare, c'est ça dont on n'est pas sûr. Peut-être qu'il va falloir passer par quelque chose de pas très populaire, mais au moins qui va peut-être permettre à tout le monde de survivre. Alors je préfère que les gens soient mécontents mais en vie, plutôt que très contents et bientôt morts. Voilà, hein, si on doit résumer les choses. Même si évidemment, il faut essayer de trouver des compromis, mais qui ne soient pas défavorables à l'équilibre et à la course de vitesse qui est entreprise. C'est un programme politique, ça, ma parole, il va se présenter à la présidence de la République. Enfin, en tout cas. Mais Franz, je te prends dans mon parti avec plaisir, notamment pour ta sensibilité animale que je reconnais très volontiers. Je pense, de toute façon, la vérité de tout ça, c'est qu'il faut essayer de réintroduire à tout prix dans ce pays, par tous les moyens, du civisme, de la citoyenneté, du vivre ensemble. Parce qu'on sur la question religieuse, écologiste, etc. Et puis également, rétablir, je suis désolé de le dire, faut pas le dire, il paraît, mais il faut aussi rétablir l'autorité. Parce qu'il n'y a pas d'autorité, ça aussi. Il ne peut pas y avoir de civisme et de citoyenneté s'il n'y a strictement aucune autorité. Le gouvernement n'incarne pas d'autorité, selon vous? Ah bah non. Bah ça, je sais pas, lisez la presse. Dans la panique, il n'est pas l'autorité. Enfin, là, si quelqu'un n'incarne pas l'autorité, c'est vraiment ce gouvernement, bien sûr. Mais ils ont l'autorité de la matraque, mais pas de la respectabilité. Pardon, Johan? Regardez ce qui se passe à tous les niveaux. Attendez, Johan, qu'est-ce que vous avez dit là juste avant? Non, je dis, ils ont l'autorité de la matraque, mais ils n'ont pas la respectabilité. Et la vraie autorité, c'est la respectabilité. En plastique, non, les dents en plastique, même pas. En plastique, ça n'a pas été toujours le cas. Hein. Dans certaines manifestations des gilets jaunes. Le plastique peut faire un peu mal et le titane aussi. On compare un peu avec ce qui se passe à l'étranger, on compare en France. Faut pas exagérer. On n'est pas. Alors moi, je veux dire, Dieu sait si je suis pas macronien, mais nous ne sommes pas en dictature. Enfin, c'est grotesque. Mais je ne dis pas ça. Je dis pas ça. C'est la fameuse phrase de Talleyrand. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Mais je ne veux pas qu'on soit sur la pente descendante, et c'est ça qui m'inquiète. Nous sommes dans un climat politique global. Regarde bien d'ailleurs. On voit bien que dans un climat de tension et de guerre, par exemple, ou de pré-guerre, eh bien, la première victime de tout ça, au-delà de la vérité, c'est justement la question écologique, parce que pendant qu'on est occupé à faire la guerre, on détruit, quoi, en gros, on ne s'occupe pas à savoir comment est-ce qu'on construit. Donc il faut justement que les esprits soient apaisés, il ne faut pas de comment dirais-je, de pente autoritariste sur laquelle glisser, parce que si nous glissons vers une pente autoritariste, même sans être... Mais en quoi la pente est autoritariste aujourd'hui? Mais enfin, sérieusement, c'est des vieux discours, personne ne croit plus à ça. Faites des vieux discours, Johan. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, Johan? Ça va pas du tout. Autoritariste, qu'est-ce que ça veut dire autoritariste? C'est quand on tape du pied plutôt que de... Il ne faut pas nous refaire le coup du macronisme et de dictature. Le macronisme n'a pas de bras. Attention, il y a des... Je ne parle pas de dictature, il ne faut pas extrapoler pour décrédibiliser mes propos. Vous êtes tous par le discours de la France insoumise. C'est parfois qu'on est en dictature, qu'on est par exemple en Chine ou au Venezuela, qui sont des pays que soutiennent la France insoumise. Oui, bien entre les deux, il y a des étapes aussi. On n'est pas obligé de passer à la parfaite démocratie ou à la dictature. C'était une erreur. Rapidement, c'était une erreur ou pas la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, Yohann Gillet? Tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de l'universalisme qui est le nôtre, en tout cas, c'est-à-dire vouloir essayer de faire en sorte que les démocraties progressent partout de par le monde, on peut se dire que c'est important de soutenir celles et ceux qui essaient, à un moment donné, d'installer des régimes non autoritaires, justement, et qui soient, j'ai envie de dire, des régimes de progrès. Du point de vue purement géopolitique, bon sang, dans une période de tension comme celle-ci, avaient-ils besoin, les Américains, de venir montrer qu'ils étaient là et bien là, de déstabiliser symboliquement une région, alors que le but est d'aller vers la désescalade. La réelle politique, ça existe aussi. Donc pour vous, c'est une provocation, comme le dit aussi Jean-Luc Mélenchon, même si ces propos divisent beaucoup la NUPES, d'ailleurs. Je dis qu'ils savent très bien ce qu'ils font, les Américains, quand ils vont là-bas, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que vous et moi. Et donc si nous sommes capables de se dire que ça va foutre le feu, sans mauvais jeu de mots, eh bien je pense que les Américains sont capables de se le dire aussi. Donc prudence, doucement, nous sommes dans une période de pré-guerre mondiale, je le dis, sans aucune retenue, en tout cas de réorganisation du monde avec une multipolarisation. Je ne suis pas pour l'hégémonie américaine, mais je ne suis pas non plus pour que la multipolarisation se fasse au profit de régimes autoritaires, on y revient, qui imposent leur idéologie un peu partout de par le monde, à l'heure de la globalisation. Merci Johan. Rapidement, erreur ou pas cette visite à Taïwan de Nancy Pelosi? Non, bien sûr que non. Alors je récuse totalement le discours bisounours de Johan, qui consisterait en fait... Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. C'est ça, il faut raser les murs d'ailleurs.
On l'a bien, beaucoup de Français l'ont fait en 1940 et c'est très bien. Bon, le problème. Parce que bon, le problème de Taïwan, c'est quoi? Taïwan, effectivement, c'est une île qui a été gouvernée par la Chine impériale de 1683 à 1895. Oui, pendant plus de 2 siècles, oui. Là, la Chine a décidé, parce qu'elle a tenu cette île pendant 2 siècles, elle a décidé que c'était à elle. Mais à ce moment-là, ceux qui l'ont découvert, les Portugais, les Néerlandais qui l'ont gouverné, les Japonais aussi qui l'ont gouverné, pourraient dire c'est à nous. En fait, moi je crois, parce que c'est peut-être mon côté gaulliste, je crois à l'autodétermination, enfin au droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Et les Taïwanais, c'est une démocratie. Et je ne vois pas pourquoi, cher Johan, pour terminer, obéir, le doigt sur la couture du pantalon à la Chine qui ne veut pas que l'on aille à Taïwan, parce que c'est bien ça, c'est un pays où on n'a plus le droit d'aller. D'ailleurs, on sait très bien qu'à terme, les Chinois envisagent de faire un blocus contre Taïwan, mais c'est une injonction, et il faut empêcher ça. Il faut avoir un petit peu de courage de temps en temps. Et arrêtez de faire du commerce avec la Chine alors. Allez, ça, vous n'en aurez pas le courage. Et messieurs, vous n'aurez pas le courage d'arrêter de faire du commerce avec la Chine, parce que ça rapporte gros. Messieurs, on poursuivra cette conversation. Voilà, vous êtes très à la forme ce matin. Merci beaucoup, Johan Gillet. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gesbert. On se retrouve dimanche prochain. Allez, bon dimanche à vous.